Le régime iranien s'effondre complètement de l'intérieur, et les RAF fuient officiellement le navire en train de couler. Alors que le bombardement dévastateur des États-Unis se poursuit, des rapports des services de renseignement révèlent que les familles d'élite et hauts placés de la République islamique sont actuellement en train de faire leurs valises et de fuir le pays vers des refuges sûrs à Oman et en Turquie. Terrifiés à l'idée que toute la population soit sur le point de se soulever, le régime paniqué vient de plonger tout le pays dans une gigantesque coupure d'internet tout en lançant une répression brutale contre ses propres soldats déserteurs. Mais leur tentative désespérée de cacher la vérité échoue de façon spectaculaire. Des rapports d'Oman indiquent que les familles d'élite de la République islamique se relocalisent, alors que la crise empire. Un message circule de la part d'un Iranien à Mascate, Oman, c'est la capitale omanaise. Ce message affirme que les familles de hauts responsables du régime, dont Ali Larazani, Abbas Arghezi et Golem Hossein Mosseini, séjournent actuellement dans 2 grands hôtels de la ville. Le message indique aussi que d'autres personnes ayant quitté l'Iran, via la frontière terrestre vers la Turquie, ont été transférées dans des maisons sûres affiliées à l'ambassade d'Iran à Mascate. Selon le message, les centres commerciaux de Mascate sont désormais remplis d'hommes et de femmes iraniens, à l'apparence cléricale, supposés être des familles liées aux responsables du régime. Il allègue en outre que la famille du commandant de police Ahmed Reja est également arrivée à Oman via la Turquie. Le message affirme également que les personnes impliquées dans des réseaux financiers liés au régime, y compris la famille Shamkhani, ont depuis longtemps des bureaux à Oman, prétendument supervisés par le cousin d'Ali Shamkhani. Le message original inclut aussi les coordonnées et la localisation de l'hôtel où logent ces responsables iraniens. Maintenant, Oman prend tout son sens. Avant cette guerre, les élites iraniennes allaient au Qatar, mais l'Iran a frappé le Qatar très durement dans ses représailles. Cela signifie qu'Oman fait partie des rares pays encore considérés comme amis par les Iraniens, car ils ne les ont pas durement frappés. Le ministre des Affaires étrangères omanais a joué un rôle majeur dans les négociations d'avant-guerre. Cette amitié semble toujours exister, du moins pour l'instant. Peut-être qu'Oman se dit que, si des familles iraniennes sont ici, l'Iran ne nous attaquera plus. Et c'est peut-être vrai, mais les missiles du régime racontent en fait une autre histoire. Regardez où l'Iran a tiré tous ses missiles et drones depuis le début de cette guerre. Les Émirats arabes unis, presque 1800 missiles et drones. C'est la moitié de tous les tirs que nous avons vus venant d'Iran. Le Koweït était le 2e plus touché, avec environ 600 tirs. Suivent en Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, puis Oman, le pays le moins touché jusqu'ici, avec seulement 16 tirs. Le plus petit, mais c'est quand même choquant, quand on considère à quel point le Qatar a été amical avec la direction iranienne. Et puis il y a Israël, un pays qui est en fait impliqué dans ce combat contre l'Iran. Ce pays n'a affronté que 400 drones et missiles, soit environ 10%. Israël a donc fait face à moins de missiles que les Émirats arabes unis et le Qatar. C'est fou. Ces 2 pays sont frappés sans raison, révélant tout sur la stratégie de l'Iran, qui veut embraser toute la région. Ils espèrent que la douleur arrêtera la guerre et que le régime survivra. Mais les familles de l'élite préparent déjà des plans de secours, tout comme les religieux qui fuient. Une vidéo virale à l'aéroport de Toronto montre un religieux chiite et sa famille arrivant au Canada. Plus tard, il a été photographié lors de la journée d'Al-Quds à Toronto. Dans cette séquence, il a confirmé à quelqu'un qu'il venait d'Iran. Quand les religieux partent, tu sais que ça va mal. Et devine quoi, même le régime islamique le sait, car il réprime désormais plus durement qu'au cours des 2 premières semaines de la guerre. Ils passent à la vitesse supérieure. Cela signifie-t-il qu'un changement de régime arrive ? Nous ignorons l'avenir, mais comme l'a dit le président Trump, le changement de régime n'est pas un objectif officiel des États-Unis, bien que beaucoup le supposent. Selon Polymarket, un marché de prédiction, il n'y a actuellement que 4% de chances qu'un régime tombe en Iran d'ici la fin du mois. Étonnamment, ce chiffre a en fait diminué au fur et à mesure que l'opération avançait, ce qui signifie que les gens croient réellement ce que dit l'administration. Et en plus de cela, un changement de régime ne semble pas probable, du moins pour l'instant. J'aime regarder Polymarket, le plus grand marché de prédiction, pour voir l'avenir, car les traders y misent de l'argent sur leurs convictions concernant les événements. Les probabilités affichées ne sont pas de simples prédictions d'experts sans enjeu, mais reflètent une conviction réelle et informée, évaluée en temps réel. Politique, économie, géopolitique, sport, culture. Si le monde en parle, il y a sûrement un marché. Les traders achètent une position oui ou non selon leurs convictions. Disons que Polymarket propose « L'Iran et les États-Unis vont-ils accepter un cessez-le-feu en 2026 ?» Coté à 38%. Quelqu'un qui suit la situation pense que c'est trop bas. Eh bien, il peut miser $1000 sur oui, à 38 cents par part. S'il y a un cessez-le-feu,
leurs 1000 $ se transforment en 2631 $. C'est plus de 1600 $ de bénéfices simplement en analysant les situations géopolitiques. Et devine quoi ? Tu n'as même pas besoin d'attendre un cessez-le-feu. S'il y a une annonce de progrès, les chances passent de 36 à 62%. Ensuite, tu peux vendre ta position et réaliser plus de 600 $ de bénéfices. C'est pour ça. Si tu aimes regarder nos vidéos, tu devrais absolument aller jeter un œil à Polymarket en utilisant le lien dans la description, en allant sur poly.market/basics ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Voyons maintenant la nouvelle répression que le régime a mise en place. Ce graphique nous montre la connectivité internet en Iran. On peut voir sur le graphique que lorsque la guerre a commencé, il y a eu une chute importante, mais cela n'a rien à voir avec ce que nous avons vu en janvier. Mais maintenant, eh bien, cette coupure est presque identique à celle de janvier, lorsqu'ils ont massacré 30 000 personnes, cela nous en dit long. Cela signifie que le régime estime que la situation est devenue existentielle et qu'il met en place les mêmes contrôles qu'en janvier. La répression vise non seulement les civils, mais aussi leurs propres forces. Des signes sérieux de crise interne apparaissent au sein des forces de sécurité de la République islamique. La désertion, les exécutions et une profonde méfiance se répandent apparemment au sein de la structure du pouvoir du régime. Des rapports indiquent que les forces du régime qui s'éloignent du système sont punies, soulevant de nouvelles questions sur la loyauté au sein des institutions militaires et sécuritaires de la République islamique. Les rapports faisant état de punitions et même d'exécutions de déserteurs ont attiré de nouveau l'attention sur la situation interne de la structure du pouvoir du régime. Les analystes estiment que cela pourrait traduire une inquiétude accrue sur la loyauté déclinante des forces soutenant le régime. La semaine dernière, il me semble vendredi, nous avons évoqué que 2 diplomates en poste en Europe et en Australie ont fait défection pour l'autre camp. Cela s'est produit après que les États-Unis ont lancé un appel public, appelant essentiellement les diplomates à abandonner le régime et à rejoindre les États-Unis pour aider à faire tomber le régime. Bien que le but officiel ne soit pas un changement de régime, cet appel a été lancé et ces 2 diplomates y ont répondu. Et je suppose, et ceci n'est qu'une opinion personnelle, que cette défection a probablement un peu inquiété les responsables du régime. Et c'est pourquoi ils répriment encore plus durement maintenant. Revenons au reportage. Les désertions seraient les plus nombreuses dans des provinces comme Ispahan et Tabriz, et le problème ne se limite pas aux échelons inférieurs. Des cas apparaissent à différents niveaux de la structure de sécurité. Les rapports signalent des ruptures de communication et de coordination, entraînant confusion et désorganisation croissante dans les unités. De nombreux membres du personnel se sentent utilisés comme chair à canon ou boucliers humains, tandis que les supérieurs se protègent ou fuient. De graves difficultés économiques parmi les soldats et le personnel de sécurité alimentent également le mécontentement. Beaucoup auraient passé des mois sans salaire ni avantage. Le niveau d'infiltration et de rupture interne au sein des forces de sécurité est décrit comme étant d'une telle ampleur que ces institutions subissent de profonds bouleversements internes. La méfiance et la suspicion au sein de la sécurité du régime seraient à leur plus haut niveau. Une source sécuritaire indique que de nombreux membres des gardiens de la Révolution ont fui ou tenté de fuir. Des recherches auraient débuté pour retrouver les disparus, et parfois, les familles des déserteurs ont été placées en résidence surveillée. Une source prévient qu'à la fin de cette crise, beaucoup seront surpris par l'affaiblissement de l'appareil répressif du régime. On a vraiment l'impression que le régime islamique est en plein chaos, ce qui est peut-être vrai. Mais je tiens à préciser ici que nous devons prendre chaque rapport venant d'Iran avec des pincettes, car il n'y a pas que le régime islamique qui mène une guerre de l'information. L'autre camp le fait aussi. Cela ne signifie pas que le gouvernement américain diffuse ces informations, mais qu'il y a de nombreuses personnes intéressées par la chute du régime. Et parfois, ils diffusent des informations qui ne sont pas entièrement vraies. Et en plus de cela, à mesure que la répression d'Internet devient plus sévère, plus intense en Iran, on va voir de plus en plus de ce genre de choses. Parce qu'il est tout simplement très difficile de confirmer ou de vérifier des informations quand on ne peut pas contacter les gens à l'intérieur de l'Iran, quand on ne peut rien confirmer de ce qui sort de l'Iran, et quand on ne reçoit tout simplement pas beaucoup d'informations venant d'Iran. Parce que bien sûr, l'une des raisons de la coupure d'Internet, c'est de s'assurer que l'information ne fuite pas vers le reste du monde. Malgré tout, nous ferons toujours de notre mieux pour écarter toute information que nous jugeons complètement fausse. Si nous fournissons des informations non vérifiées, nous vous le signalerons. Et bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. Car comme vous le savez, dans le cadre de la guerre de l'information en cours, il y a des bots iraniens qui parcourent YouTube et d'autres réseaux sociaux pour mettre des dislikes sur les publications et vidéos qu'ils ne veulent pas que les gens voient. Vos likes et abonnements sont essentiels. Je souhaite maintenant attirer l'attention sur le détroit d'Ormuz. La semaine dernière, nous avons vu qu'une coalition internationale se formait principalement pour escorter les pétroliers dans ce détroit. Eh bien,
Le président Trump vient de faire quelques commentaires à ce sujet. Alors écoutez bien. Eh bien, Elle commence tout de suite, mais mettront du temps à arriver ici. Certains des pays ont des dragueurs de mines, c'est bien. Certains des pays ont un certain type de bateau qui pourrait nous aider. Certains des pays seraient... Rappelez-vous qu'il suffit de quelques personnes pour bloquer le détroit, quelques terroristes. Tu n'as pas besoin que leur armée soit vaincue. Mais tout ce qu'il faut, c'est quelques personnes qui déposent des mines ici et là. Tu sais, ça fiche tout en l'air. Donc, nous avons besoin... Vraiment, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire parce que c'est leur territoire. C'est l'endroit d'où ils tirent leur énergie. Ils devraient venir nous aider à le protéger. On pourrait même dire que nous ne devrions pas être là, car nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. Nous étions le premier producteur au monde et de loin. Au moins le double. Maintenant, je pense que c'est bien plus élevé que ça. maintenant, l'un des pays qui pourrait rejoindre cette coalition très bientôt, c'est le Royaume-Uni. Rappelez-vous, au début, le Royaume-Uni avait dit qu'il n'était pas impliqué dans cette guerre. Et puis leur base a été attaquée. Et ils ont dit « Eh bien, peut-être que nous laisserons les États-Unis utiliser nos bases à des fins défensives, mais nous n'autoriserons aucune action offensive à partir de nos bases. » Il semble maintenant qu'ils pourraient rejoindre la coalition, car le Royaume-Uni, comme les États-Unis, a les mêmes alliés dans le Golfe. Et en plus de cela, ces alliés sont attaqués par l'Iran sans aucune raison. Et maintenant, ces alliés font appel non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. En fait, juste hier, le Royaume-Uni a publié une déclaration conjointe avec les pays du Golfe condamnant ces attaques iraniennes et appelant à une action collective dans le détroit. Beaucoup voient cela comme la première étape vers une coalition. Et le Royaume-Uni dispose de capacités importantes, notamment des drones aquatiques sans pilote ou des robots aquatiques, je ne suis pas sûr de comment vous les appelleriez. Peut-être des navires aquatiques, qui peuvent aider à déminer. Regardez. Les États-Unis ont appelé leurs alliés à les aider à déminer le détroit d'Ormuz afin de maintenir la sécurité du détroit d'Ormuz. Les Britanniques ont des capacités dans ce domaine. La Grande-Bretagne développe une capacité robotique anti-drone, appelée système de balayage. Nous avons un navire appelé Ariane, qui est un petit bateau robotisé et qui peut interagir avec d'autres éléments robotiques. Nous disposons donc d'un système de minage et de déminage de haute technologie qui peut être utilisé. D'un autre côté, la Royal Navy ne l'a que depuis 2025. Nous ne savons pas vraiment à quel point il est efficace, mais il pourrait être déployé. Mais voici le problème. Le déployer irait en fait de pair avec le plan de guerre américain. À ce stade, il serait controversé d'aller au-delà de la défense de nos actifs et intérêts dans le Golfe, tout en gérant les conséquences de cette guerre. Participer à une opération de contre-minage dans le Golfe pourrait être vu comme un soutien aux Américains dans cette guerre, ce qui serait politiquement controversé en Grande-Bretagne. La France, en revanche, c'est plus complexe. Elle possède un porte-avions en Méditerranée orientale et a récemment déclaré ne pas changer de cap vers le détroit. Cette annonce a été faite car de nombreux comptes Twitter diffusent de la désinformation, affirmant que la France envoyait de nombreux navires de guerre dans le détroit. C'est pourquoi le compte français a fait cette annonce pour clarifier la situation. Mais cela ne veut pas forcément dire que la France a déclaré qu'elle ne rejoindrait pas la coalition. Cela signifie simplement qu'ils avaient déjà un porte-avions, et que ce porte-avions n'a reçu aucun ordre de changer de mission. Il reste donc en Méditerranée orientale. Mais aujourd'hui, donc lorsque vous regarderez cette vidéo lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent justement pour discuter de cette coalition. Nous devrions donc avoir plus d'informations une fois cette réunion terminée. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. De plus, la nuit dernière, Donald Trump a directement appelé l'OTAN à l'aide, car la situation dans le détroit empire. Écoutez ceci. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais je pense qu'ils seront prêts à un moment donné. Mais nous nous en sortons très bien par rapport à toute cette situation en Iran. Nous discutons avec d'autres pays pour qu'ils travaillent avec nous à la surveillance du détroit. Et je pense que nous obtenons une bonne réponse. Si c'est le cas, c'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Mais souvenez-vous, par exemple, dans de nombreux cas, les pays de l'OTAN, nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons avec l'Ukraine. Il y a un océan qui nous sépare. Ça ne nous affecte pas. Nous les avons aidés. Ce serait intéressant de voir quel pays ne nous aiderait pas pour une toute petite opération, qui consiste simplement à garder le détroit ouvert. Et en comparaison, c'est peu parce que l'Iran a très peu de puissance de feu. Maintenant, voici quelque chose à quoi vous ne vous attendiez probablement pas.
L'Ukraine aide en fait les États-Unis et nos alliés au Moyen-Orient, surtout en ce qui concerne les drones. Vous voyez, depuis 4 ans, l'Ukraine combat des drones russes, qui en réalité sont vraiment des drones iraniens que l'Iran a aidé la Russie à construire. Eh bien, devinez quoi? Après 4 ans de lutte contre ces drones russo-iraniens, l'Ukraine a développé une expertise et une technologie pour les intercepter à très faible coût. Je vais vous expliquer. Les drones Shahed coûtent environ 30 000 $, à peut-être 50 000 $ selon leur technologie. Vous savez, certains sont bas de gamme, d'autres haut de gamme. L'Ukraine a construit des intercepteurs qui coûtent moins de 10 000 $. Cela signifie que l'Ukraine peut éliminer ses drones et rester gagnante financièrement, sans même prendre en compte les dégâts qu'un drone Shahed peut causer. Et ça, c'est vraiment fou. Maintenant, l'un de ces drones intercepteurs que l'Ukraine utilise s'appelle les Wild Hornets. Et ils sont vraiment incroyables. Regardez un peu. Voilà comment on arrête un drone iranien. C'est le drone intercepteur ukrainien Sting qui vole à plus de 300 km/h. C'est exactement le même drone intercepteur que le Pentagone, les États-Unis et leurs alliés du Golfe cherchent à acheter, alors que les drones Shahed iraniens ont frappé des bases militaires américaines, des centres civils et des pétroliers à travers le Moyen-Orient au cours des dernières semaines. Ici, vous voyez le fonctionnement de ces drones intercepteurs. Ils décollent comme un drone classique et peuvent stationner ici. Dès que le pilote aperçoit sa cible à intercepter, il peut atteindre 300 km/h simplement en s'inclinant vers l'avant dans les airs. L'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis et leurs alliés du Golfe veulent ces intercepteurs de drones est que les Ukrainiens ont appris à les fabriquer à très bas coût. Ce drone ici coûte environ 2 000 $ à fabriquer. À comparer avec les intercepteurs à 4 millions de dollars utilisés par les États-Unis et leurs alliés du Golfe pour détruire des drones iraniens bien moins coûteux. Piloter ces drones nécessite des pilotes aguerris et très expérimentés. Ce pourrait être certains de ceux que les États-Unis et leurs alliés sollicitent pour aider à défendre leurs bases militaires. Cependant, tant que le gouvernement ukrainien ne change pas sa politique pour autoriser l'exportation de ces intercepteurs de drones et l'envoi de leurs pilotes, ces Ukrainiens resteront ici pour défendre l'Ukraine contre les attaques de drones russes. Et devine quoi? L'Ukraine a déjà envoyé des experts au Moyen-Orient pour travailler avec l'armée américaine, les pays du Golfe et Israël. Et l'Iran est furieux de tout cela. Les politiciens iraniens menacent maintenant publiquement l'Ukraine, la qualifiant de cible légitime pour son aide à Israël. L'ironie de la situation est stupéfiante. Tu vois, l'Iran a vendu des missiles et des drones à la Russie, et a même envoyé des Iraniens pour aider à construire une usine de Shahed. Selon la logique iranienne, l'Iran est une cible légitime pour l'Ukraine depuis tout ce temps. Les Iraniens n'apprécient sans doute pas de subir ce qu'ils infligent. Maintenant, voici la partie la plus choquante. Si tu regardes les experts ukrainiens déployés au Moyen-Orient cette année, cela montre que l'Ukraine a donné plus d'aide militaire aux États-Unis que l'inverse. Écoute bien. L'Ukraine a maintenant fourni plus d'aide militaire aux États-Unis cette année que les États-Unis n'en ont fourni à l'Ukraine. Zelensky a déclaré au New York Times que les États-Unis avaient demandé de l'aide anti-drone jeudi dernier. Dès le lendemain, il a envoyé des drones intercepteurs et une équipe d'experts en drones pour aider à protéger les bases américaines en Jordanie. Maintenant, le Times a également révélé qu'une source au sein du gouvernement ukrainien leur a dit que Washington n'a fourni que 600 missiles Patriot pendant toute la durée de la guerre. Maintenant, apparemment, et évidemment il y a le brouillard de la guerre et tout ça, on n'en est pas totalement sûr, mais il semblerait qu'ils aient utilisé plus de 800 intercepteurs patriotes rien que ces derniers jours au Moyen-Orient. Cela souligne, si c'est vrai, à quel point ces dons étaient faibles sur la période concernée, même s'ils étaient essentiels.